vient de le voir, la digitalisation, c'est sans doute bien plus qu'un simple moyen de contrer la stagnation économique, mais est-ce un vrai levier de croissance ou au contraire une source de risque pour les entreprises? Ça dépend évidemment desquelles on parle et de quoi on parle. Pour en parler, j'invite à me rejoindre à présent, ici même, Isabelle Bordry, Olivier Mathieu, Erwan Corr et Claudio Vandi qui vont maintenant débattre dans la troisième table ronde de cette journée intitulée La révolution digitale, levier de croissance ou bien source de risque pour les entreprises. Vous allez bien? Vous êtes juste ici. Enchanté. Vous êtes ici et Olivier Mathieu, juste là. Bonjour. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Je vais juste reprendre mes notes qui sont là. Je vais vous donner une bouteille d'eau neuve. Voilà. Oups, j'ai arrosé le micro au passage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de débattre avec nous. Isabelle Bordry, vous êtes cofondatrice de Retensis, une entreprise qui fournit des outils d'analyse d'audience aux enseignes physiques, aux magasins comparables à ceux utilisés dans le e-commerce, dans le but précisément d'optimiser leur organisation et d'améliorer l'expérience utilisateur. Erwan Corr, vous êtes le cofondateur de poissonnerie.com. C'est le premier service en ligne qui propose des produits de marée aux consommateurs, livrés dès le lendemain de la commande, partout en France. Et vous êtes aussi cofondateur de Worldia, qui est un expert du voyage sur mesure par Internet. Également avec nous, Olivier Mathieu, cofondateur et président de Price Minister Rakuten. Alors, on ne présente plus évidemment Price Minister, ça a été le premier ou l'un des premiers sites de e-commerce lancés en France par des Français. Je ne dénature pas la nature de votre entreprise. Et puis, Claudio Vandi, vous êtes cofondateur. Oui, une place de marché, effectivement. On n'est pas exactement sur la même activité qu'Amazon, mais on aura l'occasion d'en parler. Et puis, Claudio Vandi, vous êtes cofondateur et directeur Learning and Transformation at Numa. C'est un réseau mondial présent dans 8 pays, dont la France, et que bien sûr les spécialistes connaissent bien, et dont l'objectif est de soutenir l'innovation et les entrepreneurs dans les nouvelles technologies. Tout de suite, on va réfléchir ensemble. Alors, ça va vous donner l'occasion également de participer à cette troisième table ronde. Je vous invite à rejoindre l'application Colloque Coface Risque Pays qui vous a été présentée en début de journée. Dans la session interactive qui se trouve dans le menu principal, l'occasion de répondre à une question tous ensemble, de nous donner votre avis, à vous qui êtes dans la salle. Pour les entreprises françaises, est-ce que la digitalisation est d'après vous un risque, une opportunité ou les deux? Et voilà, le vote en temps réel, ce qui fait que les réponses varient un petit peu. Mais on voit, alors il n'y a pas beaucoup de pessimistes dans la salle, seules 5 réponses au total. 5 personnes ici pensent que c'est risqué, on ne va pas leur demander de lever la main évidemment. Pour aller presque un tiers des personnes présentes ici même, la digitalisation est une opportunité. Et puis la grosse majorité, les 2 tiers, sont... allez, on va dire circonspect, ou en tout cas peut-être ça dépend des circonstances. Alors on va voir justement en fonction de quoi la digitalisation peut être une opportunité ou au contraire peut-être pas un risque, mais en tout cas un phénomène face auquel il faut être vigilant. Isabelle Bordry, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la digitalisation, on en parle depuis des années maintenant. Ce n'est pas un phénomène nouveau en tant que tel, elle est omniprésente dans le monde des entreprises aujourd'hui, a fortiori dans le commerce. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle tant? Est-ce que c'est un tournant auquel on assiste aujourd'hui, à une rupture? Oui, absolument, parce que je crois que depuis 10 ans, enfin, moi j'étais au début de Price Minister et même avant, dans les années 97, en charge d'un site qui s'appelait Yahoo. Et à l'époque, on était sur un ensemble de clients ou d'utilisateurs qui était finalement assez restreint. Et la bulle qu'on évoquait tout à l'heure et qu'évoquait M. Trichet tout à l'heure était une bulle financière. On n'avait pas encore trouvé véritablement de clients. Aujourd'hui, il y a une vraie demande client. Aujourd'hui, les standards de service client sont en fait drivés par les grandes sociétés Internet. Je travaille beaucoup dans l'univers du retail, justement pour les aider à mieux comprendre ces flux. Aujourd'hui, dans un magasin, on ne supporte plus attendre. On ne supporte plus ne pas trouver ses produits. On cherche une optimisation et on souhaite que le magasin soit presque personnalisé en fonction de ses besoins. Et tout ça a été drivé depuis 10 ans par une exécution parfaite de sociétés comme Price Minister et d'autres qui ont été contraintes du fait d'Internet, des problématiques de livraison, d'optimisation des stocks, notamment dans le retail, d'exécuter des stratégies absolument relations clients exemplaires.
Et aujourd'hui, il y a une vraie pression sur les acteurs traditionnels pour atteindre ce même niveau de relation client, et c'est un véritable enjeu. Olivier Mathieu, vous voyez-vous une accélération du phénomène de la digitalisation, pardonnez-moi, et de ses effets? Vous n'avez plus de micro. Ah oui, il a disparu. Désolé. Vous voyez-vous une accélération du phénomène de digitalisation et de ses effets? Est-ce qu'on est face à une ou bien à des révolutions numériques? Et à quel niveau, d'après vous, est-ce que ça affecte les organisations, les entreprises, mais aussi les salariés, les consommateurs, les citoyens? Je vous le dis parce qu'on en a parlé en préparation de cette table ronde. On a bien préparé, oui, en effet. Je ne sais pas s'il y a une accélération parce qu'il y a des révolutions numériques qui se succèdent les unes derrière les autres, l'ensemble constituant la révolution numérique de type industriel qu'on peut comparer aussi à la révolution industrielle, enfin aux deux premières révolutions industrielles, parce qu'elles ont des caractéristiques communes, notamment celle de créer une crise et une zone d'inconfort. Et donc sur la question d'ailleurs du risque, moi je suis étonné qu'il n'y ait que 5 personnes qui osaient dire que c'était risqué. Je pense qu'en fait c'est très risqué. Ça ne sert à rien de le cacher. C'est la réalité. Il y a des secteurs comme celui des médias, comme celui des produits culturels au sens large, la musique ou la production de contenu et d'autres qui ont souffert énormément. Et donc, il faut se rappeler que dans les révolutions industrielles, c'est effectivement des opportunités qui permettent de sortir, mais ces opportunités, elles permettent de sortir par le haut, à condition qu'on prenne des risques. Et le message qu'on essaie de faire passer, c'est plutôt un message de type high risk, high reward. C'est le fait de, si on ne prend pas de risque, on met son entreprise en péril. Ce que fait Valeo, c'est aussi prendre des risques. Il y a des paris à faire sur la voiture autonome ou sur le moteur électrique. Et effectivement, la conviction qu'on a, parce que je suis également, je suis vice-président de France Digital, qui essaie de regarder, d'étudier et d'approfondir, voire de favoriser les relations entre les startups, les pouvoirs publics, le marché, les grandes entreprises. Et on se rend compte que, enfin en tout cas notre conviction, c'est que la révolution numérique ou la transformation digitale ne sont pas sectorielles. C'est pas dans un secteur, c'est une transformation complète de la vie de ce que vous avez décrit, de ce que nous sommes, c'est-à-dire on est à la fois des consommateurs, des citoyens et des travailleurs, et donc notre façon de travailler, notre rapport à la démocratie et notre façon de consommer ont évolué. Et j'aime beaucoup ce que disait Isabelle sur la pression qu'on a des consommateurs. La réalité, c'est qu'on se rend compte que le grand public, les consommateurs que nous sommes toujours en avance, ou en tout cas nos consommateurs sont toujours en avance sur les institutions. Donc les comportements, si on prend basiquement ce dont on se rappelle, c'est-à-dire l'usage de l'email, dont Yahoo a été un des pionniers, ou l'usage du téléchargement par rapport à la musique, en général, ce sont des comportements qui génèrent, avant qu'il y ait des modèles économiques associés réellement. Et donc c'est parce que l'usage rend les choses, élargit le choix, rend plus simple, rend plus rapide, etc. Et donc finalement, les consommateurs se précipitent, pas seulement les consommateurs, les travailleurs aussi, vers un certain nombre d'outils d'innovation numérique. Et très souvent, les institutions suivent. Erwan Corr, vous aussi, hein, la digitalisation, on peut dire qu'elle est au cœur de votre modèle, puisque c'est votre manière, à vous, de révolutionner un secteur ô combien traditionnel, la poissonnerie, le commerce de la poissonnerie plus particulièrement. Tout le paradoxe, c'est le retour à une certaine forme de commerce de proximité, le circuit court au service du consommateur, rendu possible par la digitalisation. Oui, tout à fait. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a de moins en moins de poissonneries en France. Et souvent, elles sont de plus en plus chères, notamment pour des problématiques de coûts immobiliers, de coûts d'emplacement, etc. Et parce qu'elles sont tenues par des populations assez vieillissantes, et dans la plupart des cas, il n'y a pas de repreneurs. Et donc, curieusement, on voit qu'il y a quand même une recherche de la part de consommateurs de produits de qualité, de circuits courts, qui a un intérêt croissant pour la traçabilité, et on a des nouvelles formes de distribution, pas uniquement sur la partie vente online, mais aussi sur la partie logistique, qui permettent d'envisager des business models qui n'étaient pas encore possibles il y a quelques années. Et on voit que le maraîchage, par exemple, n'est quand même pas une activité, un secteur extrêmement moderne et je pense pas suffisamment tourné vers la modernité, vers nouveaux outils. Et quelque part, la digitalisation, c'est plus la digitalisation comme un outil. Et ce qui nous concerne, Global Seafood, donc, était une entreprise qui est dans un secteur finalement assez traditionnel, avec très peu d'acteurs qui vendent en ligne. Et on a décidé de lancer poissonnerie.com pour pouvoir s'adresser directement à des particuliers, pour pouvoir proposer des produits de criée ou de pêche du matin, de les livrer partout en France, voire dans le monde, parce qu'on livre en 48 heures en Chine des produits bretons, notamment sur des plateformes online. Et donc effectivement, il y a une opportunité pour des secteurs traditionnels d'utiliser cette révolution digitale comme un nouvel outil pour ouvrir de nouveaux canaux, pour aller chercher de nouveaux clients. Et c'est vrai qu'on voit que ça fonctionne, mais ce qui est
amusant, c'est que Poissonnerie.com, qui est une toute petite entreprise, on a été la première entreprise à vendre notamment des produits frais en ligne sur Amazon, et c'est avec nous qu'Amazon a ouvert la catégorie fruits de mer en France, et c'était aussi pour eux une première mondiale. Donc même quand on est un tout petit acteur, quelque part insignifiant, on peut collaborer aussi avec des grands acteurs pour contribuer à innover dans des secteurs qui ne le sont pas. Avec, on le voit dans votre cas précis, mais c'est le cas sans doute de beaucoup d'autres spécialistes de la vente en ligne, les questions clés qui sont celles de la logistique et du transport, l'acheminement. Tout à fait, parce qu'il y a forcément un enjeu de distribution. Il faut que vous puissiez vendre vos produits en ligne sur votre propre site ou sur le site de plateformes comme Amazon ou comme Cdiscount. Pas encore Price Minister, peut-être pas forcément sur cette catégorie, bientôt avec plaisir. Mais une fois qu'on a fait la vente, l'enjeu c'est effectivement de pouvoir livrer, dans notre cas, des produits frais qui partent l'après-midi de Bretagne et qui doivent être livrés le lendemain matin partout en France et le surlendemain matin partout dans le monde. Et quelque part, ce sont des nouveaux business models qui eux aussi sont affectés par la révolution digitale, et ce genre de choses on aurait pu envisager qu'on puisse faire de la VPC de produits de la mer il y a déjà 20 ans, mais les solutions logistiques n'existaient pas. Et puis la possibilité aussi, comme vous le disiez, d'offrir un bon service au client, savoir de pouvoir avoir une traçabilité du colis, pouvoir s'assurer que c'est livré en temps et en heure, que le client soit prévenu une demi-heure avant la livraison du produit pour être sûr qu'il soit là, si c'est livré au bureau qu'il puisse descendre pour ne pas prendre une pause trop longue pendant sa journée de travail. Donc tous ces éléments-là sont des éléments connexes, mais qui sont clés pour pouvoir permettre l'émergence de ces nouvelles activités et qui sont liés davantage aux aspects logistiques, aux aspects service client, qu'aux aspects vente à proprement parler. Claudio Vendi, alors parlez-nous, vous, de votre rôle. Comment vous intervenez, vous, auprès des entreprises dans leur processus d'innovation? Vous observez, vous aussi, que la révolution numérique, elle s'accélère auprès des entreprises? Oui, complètement. Nous, on a deux types de clients. On a à la fois des startups. On est un accélérateur de startups chez Numa depuis quelques années. Donc, on contribue à créer des concurrents d'entreprises traditionnelles, hein, si on veut. Et on a beaucoup de clients dans les entreprises traditionnelles, donc qui cherchent à se réinventer. La première chose, c'est que je pense que la révolution numérique ou la transformation digitale, ce n'est pas tellement un changement d'un état A à un état B, c'est le changement permanent. On n'est pas en train de transformer des entreprises et d'ici 6 mois, on les aura transformées, ça sera bon, on attendra encore 20 ans, 30 ans, 50 et on attendra la révolution suivante. C'est une transformation de la vitesse à laquelle les services sont développés, les avis clients sont pris en compte, les services sont livrés et la qualité est délivrée aux clients. Donc, c'est un changement de vitesse et de qualité qui devient permanent. Ce n'est pas juste une transformation binaire. Quelque chose que j'observe, c'est que des entreprises qui, il y a quelques années, nous sollicitaient pour des innovations technologiques, donc pour qu'on introduise de la technologie chez eux, nous sollicitent de plus en plus pour qu'on opère des changements culturels. Ce n'est pas tellement une question de leur apprendre l'intelligence artificielle, le big data ou les nouvelles formes de CRM, mais plutôt d'aider les équipes à trouver des nouvelles manières de collaborer, des nouvelles manières d'écouter les clients, des nouvelles manières de tester des produits sur le marché. Non, ce n'est pas tellement quelque chose de très digital dans le fond, c'est plus une nouvelle manière de travailler avec des outils qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. J'ai regardé un exemple ce matin. Si vous prenez Elon Musk, cofondateur de plein de grosses startups technologiques, il a annoncé l'ouverture d'une nouvelle station de chargement pour Tesla à Las Vegas et il publie ça sur Twitter pour écouter des idées sur comment la designer. Il a eu plein de propositions de gens qui lui envoient des dessins, des idées de services auxquels de temps en temps il répond. Bon, bien sûr, ce n'est pas forcément lui qui répond, il a peut-être un bot très intelligent, mais dans le geste que ça communique, c'est une proximité client qui était impossible avant la révolution digitale. Isabelle Bordret, à Retency, je le disais, vous avez créé donc des outils analytiques pour les commerces afin d'optimiser leur flux et d'améliorer l'expérience client à l'image de ce qui se fait dans le e-commerce. L'expérience client, justement, c'est ça qui est clé dans le succès de ce qu'on appelle les digital natives? Oui, absolument. Je pense que toutes ces sociétés sont en fait client-centric. Tout à l'heure, il était rappelé que la grande rupture qu'avait apportée dans l'univers de la mobilité Uber, c'était cette capacité de gérer le prix entre l'offre et la demande. Ce qui a permis à Google d'être ultra pertinent,
c'est de non seulement rassembler toute la connaissance mondiale, mais de l'adapter en permanence aux pages que vous consultez, qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc il y a cette capacité en permanence de réfléchir et d'anticiper les besoins du client. Et ce qui est parfois très compliqué pour les entreprises traditionnelles, c'est de piloter leur business en intégrant des nouveaux indicateurs. Dans l'univers du retail, par exemple, tout était les indicateurs qui étaient des indicateurs de caisse. Mon nombre de clients, mon ticket moyen, mon nombre de produits vendus. Quand vous venez de l'univers des GAFA, vous fonctionnez par rapport au nombre de users. Donc c'est unique user, temps passé à l'intérieur d'un site, nombre de pages qui ont été consommées, parcours à l'intérieur de mon site. Et ensuite, vous analysez le bon de commande et vous analysez l'optimisation entre cette visite et le bon de commande. Et donc toute cette notion de réflexion autour du client, qui était en fait cantonnée dans les entreprises traditionnelles en général au marketing, c'est-à-dire je cible une certaine cible à un certain coût, doit être intégrée de manière complète dans toute la chaîne de valeur. Et c'est compliqué parce que c'est des nouveaux indicateurs, c'est des nouveaux modes de fonctionnement. Donc il faut, avoir la data. Donc il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui disent data is key, il faut absolument aller dans l'univers de la data. Mais la data comment et pourquoi? Et comment les équipes prennent en main cette data pour la transformer en chiffre d'affaires et en valeur ajoutée pour la société, c'est véritablement ça l'enjeu. Et donc cette transformation-là, c'est véritablement la transformation digitale. C'est à tous mes niveaux comment je transforme ma manière de penser en mettant effectivement, notamment pour les sociétés de consommation, le client comme élément absolument déterminant, pas uniquement un élément important pour le marketing, mais l'ensemble de la chaîne. Cette transition-là, elle est possible ou est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, il faudra venir du monde digital, de l'univers digital, de connaître les nouveaux usages pour arriver à réussir, c'est-à-dire en gros faire venir des gens du monde digital dans le commerce traditionnel? Bien sûr, elle est possible. Valeo étant montré tout à l'heure est un témoignage formidable en montrant que ça générait de la croissance, que la société se transformait. Alors Valeo est une société d'ingénieurs, donc on va dire que c'est plus facile pour des ingénieurs peut-être dans un univers qui devient de plus en plus un monde d'ingénieurs, de recruter des bons ingénieurs. Mais effectivement, c'est facile, c'est possible, mais c'est effectivement risqué, comme le disait tout à l'heure Olivier. Mais alors, ce qui n'est pas forcément rassurant, mais ce qui est quand même intéressant à suivre, c'est que même les GAFA sont confrontés à ça. Aujourd'hui, Yahoo n'existe plus. Quand on a lancé Yahoo il y a à peine 15 ans, on était persuadé qu'effectivement, on tenait l'alpha et l'oméga de la révolution numérique. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas embauché les bons profils. C'est-à-dire que chez Yahoo, on était plutôt des gens du marketing, on se vantait de pouvoir bien calibrer l'information parce que des hommes le faisaient et on se vantait de ne pas être un moteur de recherche. Et tout d'un coup, le moteur de recherche est devenu plus pertinent que les hommes. Et Google a pris des parts de marché de manière très rapide. Aujourd'hui, Amazon a transformé l'interface utilisateur. Avec Alexa. Amazon, de manière complètement incroyable, a tout d'un coup, alors qu'on attendait Google sur ces sujets-là d'interface utilisateur, a transformé l'interface client. Maintenant, avec Alexa, vous ne cliquez plus, vous ne lisez plus, vous parlez. C'est la reconnaissance vocale. C'est la reconnaissance vocale. Et je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est absolument magique. C'est une transformation homme-machine absolument phénoménale. Donc, Google aujourd'hui est challengé par Amazon. Chez Google, tout ce qui est, même s'ils ne font pas de vente univers e-commerce, c'est fondamental parce que c'est des enjeux publicitaires énormes. Et tout d'un coup, Amazon représente 55%, et je suis sous le contrôle d'Olivier, des entrées d'e-commerce. Donc même les GAFA sont absolument challengés sur la transformation de ces modèles qui vont très vite et la capacité de leurs équipes à les anticiper. Olivier Mathieu, on vient d'affleurer la question effectivement du recrutement et des compétences dont on va parler. Je vais vous laisser réagir dans un instant, mais plus généralement, parce que vous m'avez dit en préparant cette table ronde, c'est plus facile aussi, et c'est peut-être ce qui explique le succès de ces digital natives, de casser un business model, d'en inventer un nouveau à partir d'une page blanche, comme le font aujourd'hui les pure players. Alors oui, la réalité, c'est qu'on constate qu'il y a quelques exceptions et on vient d'en voir une avec Valeo, mais la réalité, c'est que beaucoup d'innovations provient de l'extérieur et les grands groupes ont souvent du mal
à anticiper pour plusieurs raisons, mais quand vous imaginez en quoi consiste un conseil d'administration qui est en train d'observer des bilans d'exploitation sur et les comptes sur quelques années, il a du mal à voir la menace arriver vite. Et il se trouve qu'à un moment donné, quand il y a ce qu'on appelle l'équivalent d'une plateformisation, d'une disruption ou une uberisation, quel que soit le mot qu'on emploie, ça peut arriver très brutalement. C'est-à-dire qu'on voit en général sa marge s'éroder petit à petit, et à un moment donné, il y a un pan qui s'effondre. Et à ce moment-là, si on n'a pas anticipé au moment où on avait beaucoup de trésorerie, beaucoup de cash et beaucoup de profits pour investir, racheter des boîtes, créer des équipes de recherche supplémentaires, on peut avoir beaucoup de mal à se transformer parce qu'il y a une inertie qui est relativement évidente et que ce qu'a permis le numérique, entre autres, c'est de révolutionner quand même l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat éventuellement à l'intérieur des grands groupes, c'est-à-dire des petites équipes qui peuvent assez bien transformer le monde à elles toutes seules et valoir beaucoup d'argent. Une petite différence peut-être avec l'histoire de Yahoo à l'époque et maintenant, en tout cas sur les GAFA actuels, il y a une différence de dimension qui est quand même considérable en termes d'échelle. On se pose la question de quelle sera la première boîte qui aura une market cap de réellement 1000 milliards de dollars entre Amazon, Google, Apple. La réalité, c'est qu'ils sont assis sur un tel tas de cash aujourd'hui que chacun peut acheter l'ensemble de ses concurrents. Donc, ils sont moins menacés probablement que ce qu'ont été les premiers pionniers, les grandes startups. En revanche, ils se menacent les uns entre les autres. Et d'ailleurs, on fait très attention aujourd'hui, même quand on est au sein de Rakuten, qui est un petit parmi les grands, mais quand même une boîte qui vaut plus de 10 milliards de dollars. On se méfie parce qu'on sait très bien qui sont nos concurrents aujourd'hui. On a beaucoup de mal à savoir qui seront nos concurrents demain. Clairement, Amazon aujourd'hui représente 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires publicitaire. Donc c'est devenu effectivement, comme tu le disais, un concurrent publicitaire de Google. Et donc l'accès à la formation client-consommateur devient une monétisation possible. De même que Facebook et Google sont concurrents, ou que Microsoft, sur certains points de l'intelligence artificielle, est aussi concurrent de Google, etc. Enfin bref, cette frénémie économique et caractéristique de la transformation complète de l'univers numérique fait que les plus grands sont toujours partenaires en même temps qu'ils sont concurrents. Et ils sont notamment concurrents sur les talents, pour boucler votre question. Et on s'est rendu compte que, vous avez peut-être vu cette étude il y a 2 semaines, qui montrait le turnover dans les groupes de la Silicon Valley. Et donc, dans les 10 plus grands groupes, ceux qu'on vient de citer et quelques autres, les talents restent moins de 2 ans donc fidèles à cette entreprise. Donc, c'est aussi la révolution dans la façon de travailler. Ce qu'essaye de faire le Japon, par exemple du côté de Rakuten, dont je peux témoigner, c'est effectivement de travailler sur des retention plans et de garder les talents, de garder l'intelligence. Et nous, on travaille aussi avec France Digital sur ces questions de formation des talents pour attirer les investissements en France. Mais c'est en ce moment, aujourd'hui, la ressource rare, c'est réellement l'intelligence humaine et non pas l'intelligence artificielle. C'est réellement d'avoir suffisamment de personnes pour coder, programmer et puis ensuite répondre aux nouveaux besoins, dont souvent ce sont des métiers qu'on ne connaît pas encore, donc qui ne sont pas appris à l'école. Erwan Corr, cette question justement du recrutement, de la compétence, de la formation des talents. On cite souvent les Français en exemple et pourtant vous m'avez dit il y a un problème français en la matière. Je ne sais pas s'il y a vraiment un problème français en la matière, mais en tous les cas, cette problématique de recrutement, quand on est une toute petite entreprise comme la nôtre, vous imaginez bien que si même des Google, des Amazon, des Yahoo y font face, quand on est une petite entreprise comme Worldia avec ses bureaux basés à Paris, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de recruter des développeurs. Alors déjà, le marché est extrêmement tendu, et en plus, vous vous retrouvez face à des acteurs de plus grande taille, qui ont des noms plus connus, qui proposent des packages plus intéressants, et donc c'est extrêmement difficile de recruter. Donc aujourd'hui, c'est tellement difficile qu'on s'oriente, comme l'ont fait d'autres entreprises par le passé, donc ce n'est pas forcément un mouvement extrêmement nouveau, mais on s'oriente vers des solutions nearshore ou offshore. Donc on est en train de voir avec des boîtes au Portugal, en Pologne, en Lituanie, pour pouvoir disposer de développeurs en nombre suffisant, parce que clairement, aujourd'hui, en France, en particulier en région parisienne, on n'en trouve pas, ou du moins, on n'est pas capable d'en recruter et de les payer suffisamment pour pouvoir les attirer et les garder. Problème de recrutement, m'avez-vous dit, problème aussi d'internationalisation et de financement. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 2 aspects? Oui, alors l'internationalisation, c'est vrai qu'il y a finalement, si vous prenez le secteur de la marée, c'est effectivement un secteur qui a du mal à exporter, qui s'internationalise peu. Je vais prendre plutôt du coup l'autre exemple, Worldia, donc cette entreprise de voyage à la carte, qui elle est un pur player, et c'est comme ça qu'elle s'est construite. Bon, on pourrait croire que des entreprises touristiques en France, dont c'est un des secteurs d'activité phare, s'exportent bien, c'est-à-dire vendent bien à l'étranger. Et donc juste pour illustrer une petite anecdote, vous savez que ça paraît une petite anecdote, pardon, vous savez que quand vous êtes une entreprise de voyage, vous avez besoin de licence pour pouvoir opérer. Et donc, il y a plusieurs organismes en France qui délivrent ce type de licence, ce type d'assurance. Et donc, on a lancé l'activité en Allemagne l'année dernière. Et donc, on est allé demander
à cet établissement de nous fournir le certificat en allemand. Et alors que c'est le plus grand assureur d'entreprises françaises dans le tourisme, on avait été la première boîte, apparemment, donc ces 20 ou 30 dernières années, à demander un certificat en allemand. Donc, première entreprise française. Première entreprise française a demandé un certificat en allemand pour aller donc, en tant qu'entreprise française, vendre des voyages en Allemagne. Donc on parle d'internationalisation, mais on voit bien que dans ce secteur-là, qui est pourtant un secteur porteur en France, il n'y a aucune boîte qui vraiment s'exporte. Et on a aussi demandé le certificat en anglais, et pour info, on a été la deuxième boîte à le demander après Disney, alors qu'on est une mini-entreprise. Donc là encore, on peut bien voir qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans le à domaine du l'export. voyage. Voilà, français dans le domaine du voyage, pardon. Bien sûr, dans notre domaine. Donc là encore, il y a beaucoup de marge de progression et je pense beaucoup de marge de manœuvre en termes de croissance, parce que l'internationalisation, même si on en parle beaucoup, je pense que pour beaucoup de PME, en tous les cas dans les deux secteurs que je connais bien, c'est rarement un vrai sujet. Et le financement, ça vous m'avez dit, vous avez insisté là-dessus quand on s'est parlé. Oui, donc c'est sûr qu'en termes de financement, on a bien sûr les sources de financement qui sont désormais connues dans l'univers des startups, tout ce qui est VC et autres. Donc bien sûr, on peut financer son entreprise en faisant des augmentations de capital, ce genre de choses. Ce qui est possible dans une entreprise très digitale, très pure player comme Worldia. En revanche, quand vous prenez Global Seafood, même poissonnerie.com, dans une entreprise plus traditionnelle, c'est beaucoup plus compliqué d'accueillir, de trouver des VC et autres. Et effectivement, le financement de ce type d'entreprise est complexe. Aujourd'hui, c'est difficile à la fois de trouver des investisseurs type VC, mais même de trouver des emprunts bancaires, trouver des assurances crédit. Ça reste difficile et aujourd'hui, c'est clairement un frein. Du fait de votre activité, on est bien d'accord, pas de la taille de l'entreprise. Du fait de l'activité, aujourd'hui, une entreprise qui a 2 ans d'existence, qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 40 personnes, qui a peu de bilan à fournir, aujourd'hui, en tous les cas, on observe dans un secteur un peu traditionnel comme le mareyage, de grosses difficultés de financement, que ce soit par des prêts bancaires, par des augmentations de capital, et c'est clairement le frein principal pour la croissance à l'international, mais aussi quelque part pour la digitalisation, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, finalement, c'est un risque au sens où ça coûte cher, il faut faire des paris, il faut investir, c'est des projets qui sont parfois coûteux, et honnêtement, c'est pas aujourd'hui toujours possible de financer ce type de projet avec des financements propres. Ça suppose des appels à des financements extérieurs, et qui aujourd'hui, dans ce secteur-là, sont extrêmement compliqués. Claudio Vendi, vous parliez d'un problème de mindset, d'état d'esprit au sein des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Est-ce qu'il n'y a pas plus généralement, lorsqu'on écoute OneCore, un problème d'état d'esprit de la part de l'ensemble des partenaires possibles, des acteurs de l'économie, pour rendre possible ces success stories et faire que des entreprises qui ont des idées originales, parfois à la croisée des chemins entre l'activité traditionnelle et la digitalisation, eh bien, puissent se développer? Oui, ça demande du temps, ça demande de la prise de risque. On parle beaucoup d'accélération, mais ça demande souvent des actes entre la foi et la prise de risque au départ, d'investir dans une nouvelle activité qui n'a pas un marché pour l'instant. Si on prend l'exemple de ce qui est aujourd'hui, pas un GAFA, mais fait partie du deuxième cercle des entreprises qu'on regarde comme Netflix. Netflix a commencé le streaming en ligne comme une offre qui était livrée gratuitement à ses abonnés DVD classiques, bien avant que ça devienne son activité principale. Ça a demandé un investissement et une croyance forte pour le lancer avant que ça génère du chiffre d'affaires, voire de la marge sur ses activités. Aujourd'hui, le problème qu'on a, moi aujourd'hui mon métier c'est la formation des entreprises. Donc quand on forme des employés d'entreprises pour qu'ensuite ils participent aussi à de la création de nouvelles entités en mode intrapreneuriat, comme le citait Olivier. Souvent, on leur demande des retours sur investissement qu'on ne demanderait même pas à un business qui tourne déjà. Et ça, c'est juste pas possible. On ne peut pas avoir envie de créer une start-up en ayant le mythe de la start-up qui génère des revenus et de la marge sur les 6 mois depuis sa création. C'est pour ça qu'on cherche des investissements et c'est pour ça que même dans les entreprises, il faut trouver des systèmes pour investir sur les nouveaux projets avant qu'ils soient rentables. Donc il y a un changement de mindset dans la manière dont on mesure les résultats d'une entreprise déjà rentable et de nouvelles activités qui demanderont du temps et qui génèrent un risque plus important. On ne peut pas non plus investir sur un seul projet et imaginer que ça va être un peu la flèche dorée qui va tirer la croissance de la boîte. Avoir une stratégie de portfolio de projets semble plus sensé, par exemple.
Il y a un point important qui a été soulevé dans ce que tu dis, je pense, c'est l'aspect long terme. C'est vrai que on a souvent critiqué le rythme, disons, trimestriel des résultats financiers et boursiers, notamment pour les entreprises cotées. Et on a identifié du côté de France Digital un risque assez important. Et ça a donné lieu à une tribune qui a été écrite par Jean-David Chambredon, qui est le coprésident investisseur de France Digital, qui a observé ce qui se passait en termes de temps long. Et on manque d'investisseurs longs en France, ce qui est en fait réellement dangereux, parce que, évidemment, aux États-Unis, il y a notamment les fonds de pension, et il y a des fonds de fonds et des fonds de growth, donc des fonds qui arrivent plus tard dans la vie de l'entreprise et qui peuvent, financer le relais et la croissance avant que la société ait trouvé un business model rentable, ce qui a permis de faire exploser au sens positif des entreprises comme Facebook. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont été très longtemps pas rentables, et même on a eu des doutes à un moment donné au moment de l'introduction en bourse de Facebook relativement récemment, alors qu'aujourd'hui c'est une entreprise qui a largement démontré sa capacité d'investissement, en rachetant ensuite Instagram, WhatsApp, en prenant des risques importants sur des montants qui ont été critiqués dans la presse. Mais pour ça, il faut faire des paris très long terme, ce que fait Jeff Bezos par ailleurs aussi. Et sachant qu'aujourd'hui en France, Amazon, oui, et en France, les corporates sont d'assez petits investisseurs, trop petits probablement à l'échelle de la Chine et des États-Unis. Et puis on n'a pas des fonds très importants, ni une valeur, de type une bourse de type Nasdaq sur les valeurs technologiques qui permet d'accompagner des investissements de cette importance-là. Donc il y a une réflexion européenne à avoir sur la mobilisation, notamment peut-être de l'argent dans les assurances-vie ou d'autres actifs, parce qu'il y a beaucoup d'argent en Europe, mais peut-être pas suffisamment investi sur le long terme. Et parfois le fait qu'on se sente à un retard fait qu'on veut des revenus et des retours encore à plus court terme. En fait, comme on est en retard, ça doit aller encore plus vite que si on l'avait lancé il y a 2 ans. Et en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de recette. Ça n'empêche pas d'être agile au quotidien. Ça n'empêche pas d'expérimenter, d'avoir des équipes qui vont beaucoup plus vite au quotidien. Mais pour avoir des retours et pour installer une nouvelle ligne de business qui remplace ou complémente celle classique, ça prend du temps. Isabelle Bordry, cette idée selon laquelle beaucoup de ces digital natives, si elles ont gagné des parts de marché, ne gagnent toujours pas d'argent, qu'elles ne sont pas rentables, est-ce que d'abord c'est une vérité? Est-ce qu'il faut s'en accommoder, comme on vient de l'entendre, ou bien est-ce que c'est tout simplement une idée fausse? Je pense que ce que ça souligne, c'est qu'il y a un fort besoin d'investissement. Et c'est pour rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, il y a un vrai besoin d'investissement avant de trouver un modèle pérenne. C'est-à-dire que la recette magique arrive finalement rarement, même si ça peut arriver. Arrive rarement, c'est-à-dire qu'il faut investir, comprendre toute la notion de test and learn. En général, on parle de pivot quand on est dans des sociétés nouvellement créées, où on teste un modèle, qu'on réaffirme, on va réinvestir sur différentes problématiques, soit humaines, soit technologiques, pour toujours affiner ça. La vision peut être la même, mais les chemins pour atteindre la vision peuvent être différents et variés en fonction de l'évolution du marché, des besoins des clients, etc. Et effectivement, aujourd'hui en France et dans l'univers du venture, on est sur des durées qui sont entre 4 ou 5 ans. Au bout de 4 ou 5 ans, on a besoin déjà de sortir un TRI qui soit cohérent avec celui qu'attend le fonds et donc avec une vraie pression du marché financier. Puis autre chose un peu compliquée quand on est sur le marché et qu'on cherche des fonds, c'est cette notion de mode. C'est-à-dire que les investisseurs ne sont pas exempts voilà, ils sont un peu souvent dans le MeToo, c'est-à-dire qu'il y a une recette qui marche, donc d'un coup il faut faire en sorte que l'on trouve d'autres pépites dans cet univers-là. C'est lié à une méconnaissance des investisseurs ou pas, enfin, de ce qu'est vraiment Non, je dirais pas une méconnaissance, c'est la gestion du risque. On parle du risque depuis le début de la journée. Et effectivement, quand on voit un modèle qui fonctionne, on se dit on va faire le petit frère, parce qu'on prend moins de risques que si on part sur un produit qui est totalement différent. Donc il peut y avoir des effets de mode. Les bons investisseurs, ils disent que quand un produit est devenu à la mode, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que quand Nabila commence à parler de Bitcoin, c'est déjà trop tard. On n'achète pas effectivement une action à la hausse. Oui, mais Nabila ne fait pas partie de tous les fonds d'investissement. Donc effectivement, il y en a qui suivent parfois des espèces de tendances qui sont des tendances lourdes. Tout d'un coup, on va investir dans la tech. Tout d'un coup, on va investir... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça veut dire quoi l'intelligence artificielle? Il y a un phénomène de mode autour de l'intelligence artificielle? Je pense qu'on en parle beaucoup. On a parlé tout à l'heure de la mobilité dans la voiture et donc on voit aujourd'hui quelques exemples sur lesquels l'intelligence artificielle peut véritablement aider. Le champ des possibles est absolument énorme, mais on ne sait pas encore exactement quel impact ça va avoir. Oui, ça je le crois.
On évoquait en préparation de cette table ronde, il y a effectivement des incertitudes qui se portent sur un certain nombre d'entreprises, quelles sont leurs possibilités à terme de devenir rentables et de continuer même à exister. Et en même temps, on voit les actions des GAFA qui ont très fortement augmenté ces derniers mois. Est-ce que c'est justifié, d'après vous, au regard de leur importance économique croissante, ou est-ce que c'est excessif? Est-ce qu'on est en gros face à une nouvelle bulle Internet? Je vous pose un peu cette question collectivement. Claudio Vendi. Merci. Je ne sais pas si on est devant une nouvelle bulle Internet. Je n'ai pas les éléments pour répondre précisément. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un engouement autour des technologies et on voit de plus en plus croître le marché autour de la transformation digitale. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas uniquement au niveau des entreprises qui font directement de la technologie, mais aussi des entreprises qui les accompagnent. Je ne sais pas si du côté de France Digital, vous avez une opinion sur la bulle Internet aujourd'hui. Olivier Mathieu. C'est-à-dire je pense qu'il y a effectivement une bulle Internet, mais elle est probablement pas aussi dangereuse que ce qu'il y a pu avoir au début de la nouvelle économie. Et puis ensuite, en 2008, quand il y a eu une crise économique, elle a touché aussi les valeurs technologiques. Et puis en 2015 également, quand il y a eu la crise chinoise, il y a également les valeurs technologiques qui sont redescendues. Et les analystes ont regardé des multiples plus raisonnables entre la cotation boursière, la market capitalisation, et puis les revenus. Parce que très souvent, il y a un engouement pour aller chercher de la forte croissance sur la top line, donc sur le volume d'affaires généré, et sans regarder suffisamment les revenus en tant que tels. Donc il y a sans arrêt des mouvements de pendulier, donc de pendule, je ne sais plus comment on dit, enfin d'ajustement en fait, donc sur les marchés financiers. Et en réalité, c'est très important de regarder ce qui se passe en bourse et les valorisations, parce que c'est ce qui permet aux investisseurs de sortir à un moment donné d'un investissement de capital risque à du capital développement. Et ensuite, à un moment donné, pour qu'ils puissent sortir, il faut qu'il y ait des valorisations importantes en bourse. Sinon, il y a un effet de domino qui revient jusque tout en bas de la chaîne de financement, des business angels, etc. Et là, aujourd'hui, on a un engouement qu'on a vu sur la crypto-monnaie et sur l'intelligence artificielle. Et donc, c'est des bulles à l'intérieur d'un phénomène qui, lui, est relativement sain, parce que beaucoup des grandes entreprises gagnent beaucoup d'argent maintenant. On va peut-être se donner l'occasion de participer à nouveau tous ensemble à la réflexion autour de cette question de la digitalisation. C'est toujours l'application Colloque Coface Risque Pays, la section dans le menu principal, session interactive. Je vous invite à présent à répondre tous à cette question. Alors là, il ne s'agira pas d'une question à choix multiples, mais de saisir vous-même le mot qui vous vient spontanément à l'esprit. Quelle innovation digitale va marquer 2018? Which digital innovation will mark 2018. Voilà, vous voyez la phrase s'afficher et vous l'avez sans doute vous-même sur vos smartphones. Je vous laisse à présent répondre. Et on voit ce nuage de mots donc, qui illustre ce qui vous passe actuellement par la tête, les mots que vous avez donc saisis en réponse à cette question. Voiture autonome, blockchain, oui, voiture autonome, on en parle beaucoup, Google Home. On voit le mot Google qui revient à plusieurs reprises. Isabelle Bordry, quelle est pour vous la grande innovation à venir de 2018 et quels seront les secteurs qui vont être le plus impactés par la digitalisation dans les prochains mois? Alors, moi, l'innovation qui m'a le plus marqué, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cette nouvelle interface à la voix. C'est-à-dire qu'on parlait de la mobilité, on a beaucoup parlé de la mobilité. Effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu sur la data, parce que les GAFA ont non seulement, et notamment Google, de l'information sur ce que vous aimez sur le digital, mais aussi ce que vous aimez dans la vraie vie, puisqu'ils ont aujourd'hui des informations de géolocalisation physique. Donc ils peuvent proposer des expériences, on va dire, omnicanales ultra pertinentes. Donc ça, c'est un premier point. Et ils peuvent vous proposer des services de manière totalement seamless. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de lire, vous n'avez plus besoin de cliquer. On va vous proposer de manière spontanément un service qui va vous satisfaire. Et donc je pense qu'on va aller de plus en plus, non pas sur une espèce de dématérialisation pour le client, c'est-à-dire que ce petit élément-là qui a révolutionné nos vies depuis 10 ans, on l'aura peut-être plus forcément comme ça dans la main, et les gens vont de plus en plus parler pour pouvoir obtenir les services ou les produits qu'ils souhaitent. Et ça, je pense que c'est effectivement un élément clé dans les interfaces clients qui va, je pense, transformer les usages. On parlait beaucoup des usages et ça va être un transformateur d'usage. Et les secteurs de l'économie dite traditionnelle qui seront, d'après vous, les prochaines cibles de cette digitalisation?
On a parlé de Carrefour ce matin beaucoup. Je pense que le retail, largement poussé par Amazon, le food se pensait protégé parce que le food, le produit frais, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je pense est très challengé aujourd'hui et les chiffres le montrent. Et il y a une vraie difficulté pour eux à trouver justement les bonnes équipes pour pouvoir se transformer, je pense réellement, et suivre ces nouveaux indicateurs. Je pense que c'est un des secteurs, et le secteur du service d'une manière générale, du fait de cette transformation d'interface, je pense être transformé. Erwan Kor, l'irruption d'Amazon dans la distribution alimentaire, est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce que vous la vivez comme une menace directe, comme un concurrent possible? Vous m'avez dit les PME sont moins affectées que les grandes entreprises par cette question de la digitalisation. Vous-même, vous avez fait le choix du numérique. Mais aujourd'hui, comment vous vivez le fait que de très grands acteurs, en l'occurrence un des GAFA, viennent directement sur votre secteur d'activité? Je vais répondre à cette question et quelque part ça répondra peut-être aussi à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a une bulle? En tous les cas, je n'ai pas la prétention d'y répondre, mais en tous les cas on peut se poser d'un point de vue de fournisseur, travaillant à la fois avec des distributeurs traditionnels et travaillant avec des acteurs comme Amazon. Aujourd'hui, on va dire qu'Amazon, on le voit plutôt comme une opportunité, parce qu'on peut dire qu'Amazon est venu sur nos terres, mais en l'occurrence, on a été la première boîte à faire un partenariat avec Amazon dans le secteur d'activité qui est les produits frais. Donc on peut dire plutôt que c'était une opportunité pour nous de voir Amazon s'intéresser à ces secteurs d'activité. Donc pour nous, on le voit vraiment comme une opportunité plutôt que comme un risque. Et ce qu'il faut bien voir aussi, pour donner quelques chiffres, je ne sais pas si tout le monde a ces chiffres en tête, mais aujourd'hui, quand on travaille avec Amazon, par exemple dans notre secteur, on nous demande 15% de frais de distribution. Alors, on pourrait dire, ah oui, c'est quand même beaucoup, 15%. Quand on regarde ce que coûte un coût d'acquisition client sur Google, c'est plutôt compétitif. 15% TTC, je crois. 15% TTC. Mais bon, on pourrait dire que c'est beaucoup, mais quand on regarde ce que coûte un coût d'acquisition client sur Google en achat de mots-clés, qui est, finalement, c'est plutôt compétitif. Et quand on regarde ce que demande en marge la distribution traditionnelle, si on devait vraiment comparer les deux chiffres, on serait plutôt à 50-60% de marge versus 15%. Et quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les délais de paiement avec Amazon, Amazon, vous êtes toujours en tant que petit fournisseur payé à l'heure. Si vous avez besoin de votre cash, vous pouvez aller sur l'interface, appuyer sur le bouton, on vous prend quelques frais, on vous donne votre cash tout de suite. Alors qu'avec la grande distribution, aujourd'hui, nous, on doit courir après les factures et on a parfois des factures avec 60-90 jours de retard. Et du coup, c'est comme ça qu'on le voit. Donc on va dire que quand on voit notre capacité aujourd'hui à générer du trafic sur un tout petit site, elle est quand même relativement faible. Et quand on voit la force de frappe d'Amazon, pour nous, c'est une vraie opportunité. Et c'est vrai, sans vouloir donner des exemples, trop d'exemples personnels, mais on a fait un test avec Amazon sur la vente de homards bretons au mois de juillet. On a vendu 1 tonne de homards en quelques heures, ce qui est énorme par rapport à ce que peut faire une poissonnerie traditionnelle et même par rapport à ce que nous, on est capable de faire. Donc clairement, pour nous, c'est plutôt une opportunité qu'une menace, même si demain, peut-être qu'ils chercheront à nous court-circuiter. Et je pense que si on compare les modes de collaboration avec ce genre d'acteurs versus la distribution traditionnelle, nous, on le voit plutôt comme plus efficace, plus prometteur et aujourd'hui moins risqué, finalement, pour une PME comme la nôtre. Il y a une vraie complémentarité, une forme de win-win deal entre les commerces traditionnels et un acteur comme Amazon. Voilà, qui joue le rôle d'une plateforme, comme ça peut être le cas de Price Minister, Olivier Mathieu. Ce qui est certain, c'est qu'on a compris, ce que comprend d'ailleurs Carrefour aussi en reprenant la part de Conforama dans le showroom privé. Ils avaient déjà effectivement fait le mouvement vers rue du Commerce il y a quelques années. Donc effectivement, on l'a bien dit, les retailers comprennent que finalement le consommateur et un peu partout à la fois. Donc nous, on pense qu'une des innovations importantes, en tout cas dans le domaine de la distribution, c'est la réconciliation qu'on appelle parfois, ou anciennement on appelait ça le ROPO, Research Online Purchase Offline, ou Click and Collect. Et donc toutes ces tendances-là qu'on sentait intervenir il y a quelques années dans le monde numérique sont en train de s'opérer dans la vie du consommateur qui n'est pas mais qui est divisible et qui a une vie de consommation qui passe des écrans au magasin et puis évidemment le mobile faisant le lien entre le bureau, la maison, la rue, le magasin, la géolocalisation, etc. Et l'ensemble de ces parcours clients, on modélise ça en appelant ça le Customer Journey, donc le parcours du client selon les catégories de personnes et les catégories de produits, constitue un peu le nouvel Eldorado, parce que chacun des secteurs, le e-commerce tout seul, en fait, commence à grossir beaucoup moins vite, notamment les grands acteurs sont sur des croissances encore importantes, mais des croissances à un chiffre aujourd'hui. Le retail souffre,
et les petits magasins de centre-ville disparaissent. Donc à un moment donné, il faut trouver l'alchimie, ce à quoi on réfléchit, pour que les petits commerces puissent ouvrir sur les places de marché et avoir des activités complémentaires entre la vente en ligne, la vente dans la rue, et donc avoir aussi peut-être des programmes de fidélisation et des moyens de paiement qui permettent d'avoir un wallet, si vous voulez, qui réconcilie l'ensemble de l'information des centres d'intérêt et des paiements d'un client, quel que soit le canal de distribution. Ce que fait très bien Alipay, et il va falloir observer de très très près nos amis chinois qui sont sur des volumes conséquents, importants, et qui ont très très bien intégré l'ensemble de l'écosystème commercial. Juste pour rebondir sur ça, une autre tendance qu'on a vue les dernières années qui va s'intensifier, c'est un peu la normalisation des relations start-up, grande entreprise. Il y a quelques temps, une start-up qui collabore avec une grande entreprise, c'était, nous on avait souvent le département communication qui était impliqué de A à Z parce que c'était plus l'objet d'une communication corporate qui est autre chose. Aujourd'hui, on a plein de programmes où il s'agit de créer du business et de faire des ponts entre des entreprises qui ont un accès au marché que la start-up aurait jamais et des technologies qui viennent des start-up qui intéressent beaucoup les grandes entreprises. Et ça, dans des domaines comme la ville intelligente, l'énergie, la mobilité, on a deux programmes en particulier, un qui s'appelle Data City et l'autre qui s'appelle City Makers, où on fait travailler des groupes, des constructeurs automobiles, des groupes d'assurance, des fournisseurs d'énergie, avec des startups qui ne sont pas des startups qui viennent de naître, mais ce n'est pas non plus des entreprises déjà très robustes. Donc on a un peu normalisé ce mode de collaboration qui devient de plus en plus du business classique en fait. Et ça, c'est une vraie révolution parce que les grands groupes en France avaient parfois du mal à travailler avec les petites sociétés d'une manière générale, numérique ou pas numérique. Et je trouve que depuis 5-6 ans, le travail qui a été fait par des organismes comme vous, mais aussi une prise de conscience des grands corporates de devoir se transformer et de faire en sorte parfois de l'intégrer de l'extérieur. Et des startups aussi qui se professionnalisent, hein, parce qu'il y avait beaucoup de naïveté aussi du côté des startups. Bien sûr, oui, les deux en fait ont appris chemin faisant et c'est une dynamique très positive depuis 5 ans effectivement. C'est votre sentiment aussi, Erwan Corr? Oui, tout à fait. Tout à fait. Si on regarde la collaboration avec des grands groupes, notamment dans le tourisme, on voit que c'est devenu possible d'avoir des collaborations à haut niveau avec des grands acteurs comme Thomas Cook, comme TUI, etc. Et ce qu'on voit aussi, moi je passe beaucoup de mon temps en Allemagne, dans tous les cas, cette culture du lien entre les grands groupes et les startups, c'est quelque chose qui est très mis en avant en Allemagne. Et c'est vrai que les écosystèmes allemands type Numa poussent beaucoup cette collaboration, cette mise en relation, que ce soit au niveau de projets, de conférences, etc. Olivier Mathieu, ce qui nous a aussi motivé dans l'idée d'organiser cette table ronde, c'est bien sûr l'annonce du rachat de Whole Foods par Amazon. Alibaba aussi a investi dans le commerce physique. L'ouverture de points de vente physiques par ces géants du net,